Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Nom d'un pipeline, votre podcast favori pour parler de CI/CD. Et aujourd'hui, je suis avec Tim Petricola. Bienvenue, Tim. Salut Julien, merci. Alors, Tim, il est probable que les gens qui nous écoutent ne te connaissent pas encore, malheureusement. Bien fait pour eux. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire qui tu es, quel est ton parcours, d'où tu viens, ce que tu aimes dans la vie et tout? Ouais, bien sûr. Moi c'est Tim, enchanté. Je travaille aujourd'hui en tant qu'ingénieur chez Alan, donc une boîte, une startup, enfin une scale-up d'abord d'assurance, mais de santé de manière un peu plus générale. Mon parcours, ça doit faire une quinzaine d'années que je fais du dev, vraiment à plein temps. À la base, je suis plutôt un dev qui vient du monde, enfin qui a appris sur plutôt du Ruby et du Rails, mais j'ai pas mal évolué par la suite. J'ai commencé vraiment enfin dans différentes startups, mais ma plus grosse expérience c'était chez Drivey, Getaround, qui était une startup de car sharing qui existe encore, hein, où c'est là où je suis vraiment arrivé, où j'ai vraiment grandi. Je me suis doucement réorienté d'un dev full stack sur du Rails pour aller plutôt vers du front-end, parce que je me rends compte que le gap entre l'UI et le dev est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et par la suite, je suis parti de chez Drivey en 2019 pour passer CTO d'une petite boîte qu'un ami avait montée, qui s'appelait Jour, qui était une app de journal intime, donc vraiment basée, enfin pour iPhone, vraiment basée sur focus sur la santé mentale, aider les gens qui ont besoin d'accompagnement, mais que ce soit des dépressifs chroniques ou Monsieur Tout le Monde qui peut bénéficier de prendre des notes régulièrement et qui a un peu un syndrome de la page blanche. Et cette boîte a été rachetée en fait par Alan en 2021. Donc c'est comme ça que je suis arrivé chez Alan, parce qu'Alan s'est énormément intéressé à la santé mentale. On est persuadé en fait que c'est un des énormes points clés et qu'en France on n'est pas vraiment en avant sur le sujet. Ça peut rester un peu tabou par moment, donc il y a beaucoup de choses à faire. Et donc l'idée était de prendre un peu cette expertise de santé mentale qu'on avait créée chez Jour et de la ramener au sein d'Alan et de voir ce qu'il y avait à faire. Et donc par la suite c'est devenu une offre d'Alan que pas mal d'entreprises ont. Enfin maintenant on la propose vraiment à toutes les entreprises, qui s'appelle Alan Mind, et qui est vraiment de l'accompagnement avec des sessions avec des thérapeutes, vraiment en visio, et aussi différents parcours dans la Palane pour aider mais sur différents programmes autour de la santé et soit de la santé mentale, mais aussi plutôt de la prévention. Donc ça a dérivé un petit peu pour tout ce qui est prévention, même de mal de dos et tout, parce qu'on n'est pas juste une mutuelle qui est là pour aider et rembourser. En fait, si on peut prendre soin de la santé de nos membres, c'est bien mieux. Et en fait, au final, ça coûte moins cher à soigner par la suite. Donc voilà. Et depuis que je suis chez Alan, j'ai pas mal changé. Donc là, j'ai continué à bosser sur ce produit pendant un petit bout de temps. Et là, ça doit faire bientôt 2 ans que j'ai changé pour me focus totalement sur améliorer les outils pour les ingénieurs chez Alan. Donc aujourd'hui, on est à peu près une centaine d'ingénieurs dans la boîte. Et mon taf, c'est de bosser sur la developer experience avec un scope assez large. Ça va de l'infra jusqu'au design system. Donc vraiment, ça prend tout le panel d'expertise qu'on veut et on est une petite équipe à faire ça, donc avec des sujets très variés, très intéressants, notamment au niveau pour ce podcast, au niveau de tout ce qui est infra, pipeline, de CI et ainsi de suite, quoi. Beaucoup de Voilà. choses. Waouh. Mais c'est cool. Non, c'est je réfléchissais à tout ce que tu disais et ouais, et en tout cas, c'est cool sur Alan que tu as bien dit et je me suis rendu compte il y a quelques années en devenant aussi client et c'est que c'est vraiment pas une mutuelle ou une complémentaire santé au sens où on l'entend habituellement et comme tu l'as bien dit, il y a vraiment une mission chez Alan. Bon, je digresse complètement, désolé, mais je trouve ça intéressant quand même. Il y a vraiment une mission chez Alan de traiter la santé de manière autrement, c'est-à-dire que genre ils sont pas juste venus en disant on va faire une complémentaire santé plus moderne avec une app iPhone et voilà. C'est vraiment le genre de gérer la santé et tu as l'aspect complémentaire qui est forcément nécessaire parce que tu dois rembourser des soins, mais c'est pas ça en fait le but. Le but d'Alan, c'est pas ça quoi. C'est assez marrant parce que les gens voient vraiment les trucs comme le produit comme étant une complémentaire souvent parce que c'est ce que tu cherches sur le marché, mais en fait, c'est une sorte de pas de côté en disant oui, mais on fait ça, mais c'est pas vraiment ça le but. Et c'est cool parce que, comme tu dis, la prévention est plus intéressante, etc. etc. et c'est vachement bien. Voilà. Mais Super ça, enfin, intéressant. la complémentaire, en fait, c'est un peu le point d'entrée
pour Alan. Alan est une entreprise de santé en fait et non une assurance. Et par contre, on est arrivé sur le marché via l'assurance où il y avait vraiment une opportunité de changer les choses parce que on était face à des acteurs très vieux quoi. Et maintenant en fait, ça laisse la porte ouverte à plein d'autres choses super intéressantes effectivement, quoi. Mmh, c'est cool. Et du coup, ouais, une boîte où ça fait pas mal de trucs, en pleine croissance depuis des années, donc j'imagine tous les challenges que ça a techniquement. Je rebranche sur le côté technique très rapidement quand même. Sinon on va partir Bien et sûr. ouais, du coup, tu es venu du Ruby, donc tu aurais même pu finir chez Doctolib, assez facilement, qui fait plein de Ruby. Ça a failli, tu aurais été dans le même domaine de la santé aussi, mais non, du coup, Alan. OK. C'était assez OK. naturel en fait, hein. C'est vraiment Alan, c'est vraiment parce qu'il y avait vraiment eu un fit avec la boîte sur laquelle je Ouais. bossais avant. Donc c'est pour ça que je suis ici. Et après le côté culturel d'Alan est aussi super intéressant. On pourrait encore en parler pendant 1 heure de ça, mais c'est encore pas le sujet de pas vraiment le sujet du jour. Et du coup, tu dis un truc intéressant, des centaines d'ingénieurs et cetera. Toi, tu es dans une équipe qui est, transverse où tu vois du CI, du design system. Alors, faut que tu m'expliques comment ça se passe parce que j'ai jamais vu une organisation comme ça et en général, les gens sont quand même plus la boîte grossit, plus les gens sont Bien sûr, spécialisés, mais tu as l'air de dire qu'en fait, finalement, tu es une équipe qui est pas si spécialisée que ça. Parce que dans une startup de 4 personnes, ce que tu dis, c'est normal. On dit: «Bien sûr, bien tu sûr. fais tout et tu fais aussi la bouffe le midi pour tes collègues». Mais du coup, dans une boîte qui est un peu plus grosse, en général, c'est quand même assez rare. Du coup, c'est comment niveau orga, dans ton équipe, le CI, tous ces trucs-là, ça se passe comment? Ouais, bien sûr. Ouais, c'est vrai que c'est assez particulier. En fait, Alan fonctionne énormément sur un concept qu'on appelle le distributed ownership, où l'idée c'est qu'on ne crée pas vraiment une équipe qui a forcément un ownership fort, avec une expertise forte sur le long run. Il y a potentiellement des sujets, n'importe qui peut le prendre et le faire un peu à côté de ces sujets de business de tous les jours. Et donc ça a pas mal d'impact. Typiquement, nous, on a fini par créer, en fait, on a une équipe qui est assez transverse, donc, c'est un peu la seule qui va de pouvoir soutenir tous les autres projets de manière diverse et variée. L'organisation est assez compliquée du coup parce que effectivement tu dois un peu faire de tout avec besoin de beaucoup d'expertises différentes. Jusqu'à pas très longtemps, on était en plus que 4 dans cette équipe en fait à gérer tout ce scope-là. Et maintenant on a doublé sur 2024, donc c'est un peu plus simple. Mais au niveau de ce qui est de prioriser, donc entre bosser sur l'infra ou sur le design system pour te prendre un peu les deux opposés hein, de notre scope, Ouais, c'est un peu à notre bon vouloir et à ce qu'on considère étant le plus important. Donc c'est énormément de discussions avec tous les autres ingénieurs de la boîte, se mettre en raccord avec la stratégie de la boîte aussi, c'est quoi dans le futur, à quoi est-ce qu'on s'attend au niveau scale, parce que ça va un peu informer sur quoi tu vas vouloir bosser. Et après, on a réussi à avoir un peu quelques membres corps à cette équipe qui ont une expertise forte. Typiquement, moi, mon expertise, c'est pas du tout l'infra à la base. Comme tu l'as entendu dans mon parcours, je suis plus full stack qui a dérivé justement sur la partie front-end des mobiles. Et on a un autre ingé qui, lui, où son expertise est plutôt l'infra et le back-end. Donc, en fait, on est très complémentaires avec ça. Et après, tous les quarters, suivant un peu les sujets, on va recruter un peu différentes personnes. Il y a des gens qui vont peut-être venir et repartir de l'équipe plus tard pour bosser sur un sujet et passer quelque chose d'autre. Typiquement, l'année dernière, on a migré nos apps mobiles qui sont sur du React Native, on les a migrés sur un framework qui s'appelle Expo. On a un ingé qui nous a rejoint pour 2 quarters pour nous aider sur ce sujet-là et il est reparti faire autre chose après dans une autre équipe. Donc c'est vraiment, ça donne vraiment l'occasion de créer des équipes en fait qui sont assez short term, suivant les besoins, enfin suivant les projets qu'on considère avoir le plus gros ROI à l'instant. Et typiquement, on est passé du coq à l'âne. Hein, genre en fin d'année dernière, on a bossé sur une refonte du design system, donc très 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 front-end. En parallèle, on faisait quelques autres choses parce que comme tu t'en doutes, il y a beaucoup de run dans ce genre d'équipe. Enfin, quand t'as de l'infra, déjà, t'as forcément du run. Et là, en Q1, on a bossé par exemple sur migrer de d'AWS Beanstalk à Kovri et Kubernetes. Donc on a l'opposé sur un truc totalement infra et on a tous pu contribuer aux différentes parties en fait. Ça veut dire que, enfin, moi j'ai fait de l'infra, j'ai migré sur du Kovri, alors que franchement je connais rien du tout en Kubernetes, mais t'es bien accompagné, t'es bien mentoré, t'as quelqu'un qui est forcément expert sur le sujet qui va t'aider à monter en compétences. Et après, en parallèle, enfin c'était pas mon focus à temps plein de faire du Kovri, c'était plus l'idée, ok, je monte en compétence sur le sujet, ça va me permettre aussi à terme d'être quelqu'un de plus qui est onboardé et qui va pouvoir faire du support de notre infra, même si je suis amené par exemple à rebouger dans une équipe très produit, j'aurai une connaissance en même temps de notre infra
l'infra et ça me permettra de débugger et ça permet de pas se reposer que sur 2-3 personnes dans une équipe et en fait qui se prennent eux toute la charge. Ça fait que on essaye de faire monter en compétences à un niveau. Enfin, on veut pas que tout le monde devienne expert. Tu vois, l'idée est vraiment en fait, on va viser un peu des profils T-shaped, donc vraiment qui sont généralistes, mais avec une petite éventuellement expertise quelque part. Et donc ce truc-là permet vraiment de faire ça. Et sur comment, encore une fois, tu priorises, c'est on a un peu tendance à le faire aussi au feeling par moment. C'est-à-dire que on considère que là maintenant c'est le moment de changer notre infra, par exemple. Ok, pourquoi déjà on considère ça, mais tu vas pas forcément le comparer en oui, mais est-ce que vraiment l'effort et l'appétit a plus de sens que de changer le design system? En fait, c'est des sujets qui ne sont pas comparables parce que tu n'as aucune métrique commune entre les deux, à part Ouais. peut-être faire un NPS au niveau de tes équipes de dev, mais c'est pas vraiment super révélateur parce qu'en plus c'est pas les mêmes personnes qui vont être impactées et c'est plus on priorise, on essaye d'estimer nous ce qu'on en pense et on se dit ok, on a passé un quarter sur plus de l'infra, le prochain quarter on pourra peut-être arriver à repasser sur une autre partie sur laquelle on a mis un peu moins d'amour récemment, quoi. Donc c'est mais c'est intéressant et on est encore en train de chercher exactement notre approche, quel est notre framework et notre process pour prioriser tout ça et ça reste très un peu arbitraire au final, quoi. Ce que j'allais dire, en fait, parce que pour moi, là, je trouve ça assez cool de fonctionner comme ça, mais je me pose plein de questions au niveau organisation. C'est comment tu arrives déjà enfin, d'un point de vue concrètement, à attraper des gens pour les ramener dans un effort pendant 2 quarters. Enfin, la plupart des organisations que tu Ouais, vois sont quand même assez figées, ont, si tout à tu fait. veux, tu as des équipes, tu as un manager, tu as ou un lead, ou enfin, c'est très, très, très figé. Et donc, les mouvements sont pas aussi fluides que tu le décris. Tu peux pas piquer des gens, enfin, tu peux piquer des gens pendant 2 trimestres, mais c'est très bizarre, tu vois. Il y a ce côté où Bien c'est sûr. pas les gens n'ont pas buildé leur organisation en général qui ressemble à un arbre plus ou moins hiérarchique. Et du coup, puis t'as des questions de budget quand c'est des grosses boîtes, de gestion de machin, donc tu plies pas les ressources à Paul pour habiller Jacques. Du coup, comment tu fais pour arriver bon, déjà, je pense que c'est aussi un mindset que tu fais, j'imagine, depuis longtemps dans la boîte, et comme tu dis, c'est la culture, sûrement chez Alan, de pouvoir faire ça, mais même d'un point de vue concrètement, même d'un point de vue management, comment tu fais pour avoir des gens qui changent de boulot? Tu fais une dissociation entre le manager dans une équipe et en fait la personne bosse dans une autre. Et c'est ça en fait pour arriver à ce genre de truc. Totalement. Alors déjà, on n'a pas un management, enfin, on n'a pas un côté très hiérarchique chez Alan. Ça n'existe pas, et ça, c'est à l'ensemble de la boîte, hein. C'est vraiment un truc culturel. C'est-à-dire que tu n'as pas de manager. Déjà, c'est simple, tu n'as pas de Ah, manager. Tu vas avoir un lead dans ton équipe, donc, mais qui est vraiment là pour le côté opérationnel au final. Et tu vas avoir un coach qui est plus là pour le côté t'aider à grandir en tant que employé, en tant qu'ingénieur, s'assurer que tu te sens bien, que t'es pas en train de te mettre dans le rouge, que tu as les bonnes priorités, que tu n'es pas en train de t'ennuyer, enfin tout ça en fait. Et vraiment c'est un rôle de coach. Mais il y a personne, t'as pas un manager qui va te dire quoi faire, t'as pas un manager qui va gérer tes augmentes, t'as pas tout ça. Donc en fait déjà quand tu dis et le côté RH de ça en fait il est très distribué pour le coup. C'est un process où tu as des reviews tous les 6 mois, tu vas demander à différents collègues des reviews sur certains points et c'est comme ça qu'on va arriver à juger tiens est-ce que cette personne doit changer de niveau ou pas, quoi. Et en fait une fois que tu décorrèles ces trois choses, c'est vachement plus simple d'avoir de la mobilité parce que tu changes d'équipe, ouais fine, t'es pas obligé de changer de manager, t'as pas de manager. C'est juste que tu vas dans une équipe où en fait le lead sur ce sujet-là, c'est quelqu'un d'autre parce que c'est lui qui a l'expertise ou c'est lui qui a potentiellement fait le framing de cette migration ou autre chose, et ça devient beaucoup plus simple. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est une organisation, enfin, chez ingénieurs chez Alan, même au niveau du recrutement, on recrute pas pour un poste. On recrute des développeurs full stack pour être ingénieur chez Alan. On te recrute pas pour que tu ailles faire de l'infra chez Alan. On te recrute pas pour que tu ailles faire du mobile ou du produit d'assurance. On te recrute pas pour tout ça. On te recrute pour être ingénieur chez Alan. Et un truc, c'est, tu sais pas encore où tu vas bosser quand tu arrives. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller faire une semaine ou deux dans plusieurs équipes au moment de ton arrivée. Et au bout de, on va dire 6 semaines à peu près, on va regarder, ok,
toi, qu'est-ce qui t'intéresse le plus et où est-ce qu'il y a de l'appétit vraiment, dans quelle équipe on a besoin de personnes, ou s'il n'y en a pas une qui sort plus du lot en termes de stratégie, dans lesquelles ils ont de la place pour t'accueillir et ça t'intéresse, tu vois. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et on va t'encourager à bouger tous les 1 an et demi, tu vois, d'équipe. Et même, on veut qu'il y ait ce mouvement aujourd'hui parce que on considère que c'est comme ça aussi que tu challenges tout ce qui se passe. Tu as un œil nouveau et tu Ouais. fais un peu de ça, mais il faut aussi faire gaffe à trouver ta balance, à ne pas que tu aies la friction de devoir t'onboarder toutes les 3 semaines sur un nouveau projet et de rien comprendre, et en fait que tu au final que des juniors en termes d'expérience sur telle couche, alors qu'il y a quand même une connaissance métier et une connaissance technique qui peut être assez forte par endroit. Mais c'est vraiment très culturel ce truc-là. Et donc en fait, nous, c'est assez facile. Je te prends l'exemple du dev qu'on avait recruté pour migrer à Expo. C'est quelqu'un qui adore le mobile, qui bossait sur des gros produits, qui avait parfois des frustrations parce qu'il considérait qu'on pouvait avoir une stack qui était plus intéressante, qui permettait d'avoir moins de friction, d'avoir plus d'évolutivité. Le jour où j'ai commencé à dire, bah, ok, moi je pense qu'il faut qu'on aille vers Expo, est-ce que ça peut intéresser quelqu'un de venir? Bon, j'avais déjà en tête qu'il y aurait cette personne-là, évidemment. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'il a fait, bah moi je suis chaud. On a regardé dans l'équipe où il était, ok, bah ça veut dire qu'il y a une place qui se libère, il faudrait trouver quelqu'un d'autre, mais est-ce qu'il y a moyen de faire un micmac pour que, avec tout ce mouvement, bah, on arrive à le remplacer, pour que bah, cette équipe ne soit pas au chômage technique en fait, parce qu'ils n'ont pas d'ingénieur pendant un quarter. Et en fait, ça a très bien marché. Mais ça fait que tous les 6 mois, tu as un peu un truc de staffing où tu réorganises un peu, tu trouves la bonne combinaison entre répondre à ceux qui veulent bouger, ceux qui veulent rester, t'assurer qu'on garde la seniorité dans chaque équipe, mais t'assurer qu'il y a un minimum de 109 aussi. Et en fait, ça marche pas mal. Après, ceux qui s'occupent de faire ce mix and match d'ingénieurs, et c'est un peu intense au moment où tu fais des changements d'équipe, parce que bah faut un peu organiser toute ta communauté d'ingénieurs au final, mais ça marche plutôt pas mal. Ouais. OK. Ah ouais, non, mais c'est top. Je pense que enfin, je pense que c'est un super système et c'est le fait que vous décorrélez bien entre le côté coach, le côté Ouais. manager, enfin lead technique, Oui, coach, le côté, tu vois, un peu RH et cetera, et même le faire en mode peer review et cetera. Je pense que c'est assez smart et ça résout une grosse partie du problème d'avoir des organisations qui sont figées, en fait. Sinon, où tu peux ju enfin, changer de manager, c'est compliqué et tout devient très compliqué et du coup, tu fais rien et tu restes, et surtout qu'en fait, tu as souvent, chez les ingénieurs, une sorte de frustration qui peut s'installer, comme tu disais, où, tu pas toi assez challengé, tu peux pas non plus challenger des nouveaux trucs parce que tu pas de regard et en fait, tu finis par, oui. en général, te barrer de la boîte et que tu as un turnover de 3 ans parce qu'au bout de 3 ans, les gens en ont marre et changent carrément de boîte parce qu'ils arrivent pas à avoir de mobilité en interne parce que, tout est trop compliqué et Exactement. Bah, tu vois, moi, je suis passé d'un truc très produit, hein, parce que je continuais à bosser sur du l'engineering, mais enfin sur des fonctionnalités dans notre app pour nos membres quand je suis arrivé chez Alan, et du jour au lendemain, j'ai totalement changé. Et depuis que je suis dans cette équipe, j'ai revu le design system, j'ai fait des grosses migrations d'infra, j'ai tu vois, des sujets ultra variés. Et en fait, ce qui fait que je suis challengé continuellement techniquement, mais parce que j'en ai envie. Si je voulais me renfermer sur un sujet un peu plus pendant un bout de temps, parce que c'est pas le moment pour moi j'ai pas trop l'énergie je peux aussi, en fait, ça donne énormément de liberté sur ces trucs-là. ça, c'est cool, ouais. Du coup, toi, tu te retrouves dans tu parlais justement de projets et cetera. Comment ça marche, on va sûrement parler des projets que vous avez fait niveau CI et cetera, parce que je sais que vous Mmh. avez fait des trucs assez costauds ces derniers temps, mais ça ressemble à quoi la pipeline de CI/CD, chez Alan, grosse Euh, maille? ouais, bah c'est assez simple, hein. Déjà, on bosse sur un seul monorepo ça doit faire 6 mois qu'on a bougé. On avait plusieurs repos qu'on a bougé en un seul. On en avait un pour le back-end, un pour le front-end, un pour l'infra, enfin, et quelques autres à côté avant. On a tout mergé en un seul monorepo en disant qu'on aurait une code base plus simple à gérer. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est assez simple, hein. Tu pushes sur GitHub, enfin tout est sur GitHub. Tu pushes. Quand tu merges sur main, j'ai perdu le mot alors que tu es l'expert du sujet, mais non, on n'a pas de ce que c'est. De de merge queue, tu veux dire? Merci. OK, bien Euh, sûr. Pas on n'a encore pas en de, tout cas, on n'a pas peut-être. encore du merge. Alors en vrai, je pense que ce sera un des prochains sujets sur notre CI. Mais pour l'instant, on n'a pas de merge. C'est quand ta paire est verte, que tous les tests sont passés, tu peux merger. Merge, ouais. Ça arrive sur main. Quand tu es sur main, en fait, on va regarder, faire un diff, regarder suivant ce qui a été pushé comme code, si on doit déployer telle app front-end, telle app back-end ou ça. On doit avoir une quarantaine d'apps différentes qu'on déploie à peu près, je dirais. Ton Donc l'app diff, c'est un truc que principale. tu fais à la main ou tu as un tooling pour faire ça? Vous avez un truc maison ou? Alors, pour ce qui est back-end, on le fait, c'est simple, on se base sur les répertoires changés.
Ouais, Donc OK. très 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 basique. Pour ce qui est front-end, en fait, on fait un diff vraiment avec Git et on regarde les packages Yarn qui ont été changés. Donc OK. toutes nos fonctionnalités sur Yarn, ce qui donne un peu plus de granularité et permet d'avoir un peu une meilleure gestion de tes dépendances. Mais c'est maison, c'est pas un outil Maison, particulier que vous non, OK, maison, on ouais. n'a Je suis pas pas, sûr qu'il y ait d'outils pour ça, hein, mais je pose la question t'en au cas as, où. t'as des tools qui gèrent pas mal, genre que ce soit NX, que ce soit Rush, t'as Pour les pas mal d'outils monorepos, ouais, c'est comme pour les ça. monorepos en fait qui peuvent faire ça aussi. Aujourd'hui, nous on le fait pas. Ce qu'on fait, c'est qu'en gros, pour chaque app, on récupère quelle est la version qui est aujourd'hui déployée en staging. On regarde le diff, est-ce que il y a une différence entre cette version et le dernier commit, et s'il y en a, on déploie. S'il y en a pas, on déploie pas. Et l'intérêt est purement juste des coûts, hein, d'éviter de run du CI et des déploiements pour rien. C'est juste ça. Et donc tout ça, ça arrive en staging. Et après, on déploie notre staging en prod, pareil de manière automatisée, mais on le fait, je crois aujourd'hui 4 fois par jour. C'est des jobs qui sont dédoulés juste pour prendre la version qui est en staging de chaque app et qui la met en prod. Et on laisse aussi les ingés, bien entendu, déployer quand ils veulent de staging à prod à la main s'ils ont besoin. Si ça colle OK. pas à la schedule, il y a aucun souci là-dessus. Donc c'est très simple et ça fonctionne pas mal. Là, on vient mettre d'autres trucs en place, typiquement pour t'aider à tester, d'avoir sur TPR, on déploie tous tes environnements front-end sur des environnements éphémères, histoire que tu puisses avoir encore plus OK. de confiance avant de merger, ce genre de choses. Mais voilà, on reste sur un truc assez. En fait, on veut rester sur des choses simples globalement, Shannon, et on évite de se complexifier pour l'instant. Et du coup, tes pipelines de tests, si tu as pas de tooling pour gérer ton monorepo, tu fais comment pour lancer tes différents CI, ce genre de choses? Bah, en fait, c'est pareil. En gros, on se base sur est-ce que tu dois lancer le truc front-end ou back-end? Tu vas le faire sur les fichiers. Est-ce que le OK, dossier ouais, front-end et le ouais. dossier back-end ont été changés? Très simple, très basique. Et après, dedans, on lance tout, en fait, pour faire simple. La plupart du temps. Tout ce OK. qui est front-end, on va lancer tous les tests front-end, tout le linting front-end, tout TypeScript, tout ce qui est back-end, on va lancer, pareil, tout ce qui est rapide à lancer, en fait, on va tout lancer. Et typiquement, donc le linting et tout, c'est super rapide maintenant, donc ça, on lance sur tout, on s'embête pas. Sur les tests, ce qui est notre truc qui prend le plus de temps aujourd'hui, nos tests back-end, là, on se base, on a du tooling un peu à la main qui check en fait les dépendances en Python, hein, sur notre back-end, qui va checker en OK. fait les imports et qui va définir un peu quels sont les tests utilisés ou non, et essayer de lancer que ces tests-là sur les pull requests. Par contre, une D'accord. fois que tu es sur main, on lance tout. On prend moins de risques, on lance tout et ça marche. Ouais, oui, OK, oui, ce qui est pas plus mal en faisant que ça se déployer Bah, derrière. en fait, et d'autant plus quand t'as pas de merge queue, en fait. Enfin, tu Ouais, t'évites le risque que t'aies fait un truc qui soit incompatible avec quelqu'un d'autre et au final, tu te retrouves avec un main qui est tout le temps rouge. Ça évite un peu c'est ça. ça. Ouais. Oui, bah, du coup, là, s'il est rouge, faut quand même que tu résolves le Oui, problème, mais oui, au oui, moins tu oui, oui. déploies pas un truc, C'est ça. cassé, ouais. Non, non, c'est cool, ouais. Ouais. Et tu parlais des environnements, éphémères et cetera, ça faisait partie du projet dont tu parlais avec, du Cube, du Kovri, tout ça? Alors, pas totalement, parce qu'on le fait que sur le front-end OK. aujourd'hui. Donc, en gros, ce qui se passe, pour ça, faut que je te donne un peu de contexte sur notre infra. Jusqu'à il y a quelques mois, on avait toutes nos apps qui étaient qui étaient des images Docker qu'on buildait sur notre CI et qu'on déployait sur AWS Beanstalk. On est passé à Beanstalk il y a un peu plus de 2 ans. On était chez Heroku avant, mais pour des raisons de pricing principalement, on est parti d'Heroku. OK. C'est bon à savoir, Et nous on est chez Heroku, donc ça m'intéresse de savoir où est-ce qu'il faut aller après. alors, pas chez Beanstalk. Ah OK, d'accord, je note. Justement, voilà, nous on a fait ça, ça marchait, hein. L'idée était d'avoir un truc un peu plus bas niveau où on gère vraiment nos coûts du coup, mais aussi on peut rebuild un peu l'expérience qu'on veut dessus. Mmh. La réalité, c'est que Beanstalk est un produit d'AWS qui est plus vraiment maintenu. AWS, c'est OK. un truc très positif qui est qu'ils ne tuent jamais leurs produits, contrairement à Google. Mais le revers de la médaille, c'est que quand c'est plus leur prio, c'est vraiment plus leur prio, quoi. Et tu vois que l'outil, on arrivait très vite à ses limites. Notamment, on avait des temps de déploiement, même après avoir tout optimisé, qui parfois variaient de 20 minutes à 40 minutes. Ça nous est arrivé de plus Ouais. pouvoir déployer un environnement pendant 3 jours et AWS nous a dit bah effectivement, ça vient de nous, c'est de notre faute, mais Désolé. on sait pas trop vous dire pourquoi. Et en fait, c'est le OK. genre de signaux où t'es en mode bon, ok, faut peut-être qu'on change d'approche. Et on avait testé Kovri, en fait, c'est intéressant. Enfin, je sais que tu as eu, je sais plus quelle personne de Romaric, chez ouais. Kovri dans ton podcast, c'était Mmh. Romaric. On avait testé Kovri il y a quelques années, au moment de toucher à Beanstalk, et on trouvait que leur produit était très prometteur, mais un petit peu jeune à l'époque. Et donc là, on a refait un benchmark de différents produits, et en début d'année à 2024, on a fait le switch de Beanstalk à Kovri. Donc sur du Kubernetes derrière, mais pareil, pour éviter d'avoir
besoin de trop d'experts sur du Cube. En fait, c'est pour ça qu'on a mis Kovri entre nous Ouais, bien et sûr. Cube, ce qui permet d'avoir quelques personnes qui ont quand même besoin de comprendre ce qui se passe derrière, parce qu'en fait, surtout Kovri, en fait, l'air de rien, reste assez jeune et il y a beaucoup de moments où tu as besoin de savoir, de comprendre ce qui se passe et en fait, de leur demander aussi d'éditer des choses dans leurs produits pour répondre à nos besoins. Mais ça simplifie énormément. En fait, la plupart de notre équipe n'a pas besoin de savoir comment fonctionne du Kubernetes pour interagir avec, quoi. Donc c'est assez cool. Et par contre, on a aussi pris une décision au moment de passer à Kovri qui est de, pour tout ce qui est front-end, parce qu'en fait, on a que des apps qui sont indépendantes et qui sont des single page apps la plupart. On s'est dit, on va les déployer sur quelque chose de beaucoup plus adapté. Donc, on est parti vers le Cloudflare Pages, qui OK. est du serverless, edge, enfin, on appelle ça comme on veut, mais qui est pas sur du Node, qui est sur un runtime qui appartient à Cloudflare, qui est basé sur V8 aussi. Et voilà. Et pour plusieurs raisons, ça, c'est que c'est beaucoup plus rapide, parce qu'en fait, tu déploies juste t'uploades juste des assets et c'est bon, ils sont sur un CDN et ils sont utilisables au final. Donc pas besoin de build une image Docker, pas besoin de tout ça. Euh, en théorie, tu vas pouvoir le déployer, en fait, proche de tes utilisateurs, parce que bon, aujourd'hui, on est principalement, nos membres sont principalement en France, mais on ouvre d'autres pays, et du coup, en fait, c'est cool d'avoir ton front-end qui est servi depuis un CDN au final, qui va être proche de ton user final, tu gagnes un petit peu en latence, mais aussi en termes de coût, parce qu'en fait, une fois que tu n'as pas un serveur qui run à long terme, et en fait, c'est beaucoup moins cher au final pour notre usage, hein, parce qu'on n'a pas Ouais, bien sûr. 12 millions de requêtes par minute, c'est beaucoup moins cher, et ça nous permettait justement d'aller vers des environnements éphémères, mais vraiment super simples à mettre en place, parce que c'est un truc qui est géré nativement par Cloudflare, il n'y a rien de plus à faire. Tu arrives sur des environnements qui sont très proches de nos environnements de staging. Enfin, ils tapent même sur les backends et les API de staging, donc c'est vraiment très très proche. C'est aussi hébergé sur le même infra et ça marche assez bien, quoi. Et ce qui fait que depuis n'importe quel PR, en moins de 5 minutes, tu as toutes tes app front-end qui sont déployées sur une URL que tu peux tester, que tu peux partager avec tes designers ton produit et ça marche assez bien. OK, ouais, cool. Moi, je sais qu'on utilise aussi Cloudflare en interne, pour Ok. ça et c'est super cool, ouais, ça marche très bien. Ça résout exactement le problème que tu décris de déploiement, de gestion, de CDN, même si, bon, après selon le vous êtes à une plus grande échelle que nous, donc c'est plus un problème pour vous que pour nous, mais bon, c'est sûr que au moins tu es tranquille et que c'est un truc spécialisé plutôt que d'avoir un truc que tu fais toi-même, il y a pas trop de valeur. C'est comme vous au début, déployer sur un container, du front et cetera, mais ça a vraiment pas de sens, quoi. C'est On l'a fait, hein. Nous, toute l'époque, on était sur Beanstalk. À un moment, ça m'énervait de pas pouvoir déployer un environnement front-end, en fait, n'importe où, sur n'importe quel PR. Et on a utilisé, on l'a utilisé pendant presque un an, en fait, on avait setup Fly.io, pour, en fait, déployer des images Docker. Donc, en fait, on buildait l'image Docker. Au lieu d'aller sur Beanstalk, où c'est super dur de créer un environnement dédié à la volée ou via l'API ou autre, en fait, on le faisait sur Fly. Mais ce qui fait que tu introduis encore un autre outil, un autre third party dans ton ouais. infra. Tu as forcément des discrepancies parce que c'est pas la même infra, tout simplement, et c'est pas idéal. Et en déploiement, on mettait notre app front-end qu'on teste le plus sur ces review apps, elle mettait 25 minutes à être déployée, et aujourd'hui, depuis qu'on est sur Pages, elle en met moins de 5. Donc c'est vraiment, Ouais. enfin, ta feedback loop en tant qu'eng, elle est imparable. Ouais, c'est ça qui est important, c'est qu'en fait, tu veux que tes tests soient assez rapides pour que les ingénieurs puissent, dire: ça marche pas» et passer à autre chose et pas attendre 25 minutes, revenir à autre Ouais. chose, changer de contexte et ça, c'est vraiment l'enfer, enfin, niveau développeur expérience, c'est un peu, c'est partie des trucs assez, point noir où, tout le monde est frustré, quoi. Clairement, de toute façon, les temps de CI et les temps de déploiement, nous, c'est un des trucs qui nous frustrait le plus dans le passé, et où on est très content, du coup, justement, de toutes ces évolutions, parce que ça a énormément changé récemment, et ça fait du bien, quoi, ça se ressent. Ouais, j'imagine, ouais. Et du coup, vous aviez aussi changé, tu me disais, de système de CI, c'est un des Ouais, projets aussi que tu as géré, avec, ton équipe transverse? ouais, alors, ouais, exactement. Donc ça, historiquement, on a toujours été chez Circle CI pour notre CI et CD. Et Circle, enfin, qui est très bien, hein. C'est vraiment un outil que j'utilise dans mes boîtes précédentes aussi, et qui est vraiment bien. Et là, en fait, on a des contrats à l'année, forcément, parce qu'on a quand même des gros volumes. Et cette année, on s'est un peu rendu compte que bon, déjà, c'est cher. Quand tu payes ton contrat, à chaque fois, la facture fait un peu mal. T'es quand même dans l'ordre de grandeur, t'es sur quelques centaines de milliers par an, donc c'est pas négligeable. Là, on s'est rendu compte qu'avec différents changements qu'on a fait, notamment passer sur un monorepo, on a perdu certaines optimisations de CI Ouais. parce qu'on les a pas remis tout en place. Nos coûts ont vraiment ont vraiment trop grossi. Et on s'est dit, en fait, en milieu de contrat, ok, est-ce qu'il faudrait pas juste réexplorer une alternative? Donc c'était d'abord pour des coûts, mais aussi pour une question de DX, parce que sur la developer experience, avoir un énorme monorepo sur Circle CI, c'est
pas évident à gérer. Parce qu'en gros, si tu as un gros fichier de config YML, oui, tu peux le splitter ou avoir une étape en premier qui va build ce fichier et tout, mais en fait, ça reste, tu dois continuer à bosser avec un énorme fichier YML qui gère toutes tes pipelines, qui gère vraiment tout, et c'est pas évident, quoi. Et donc on a fait une explo en tout début d'année. En termes de timing, on a regardé combien de temps il nous restait sur nos contrats avant de devoir réacheter des crédits avant la fin de notre année. Et on s'est dit mais en fait c'est le moment de changer. Enfin en termes de developer experience, il y a mieux. En termes de coût, on estime que ce sera mieux ailleurs, et donc on va faire ça. Et donc en benchmarkant un peu, on a surtout regardé du côté de GitHub Actions, parce qu'on sait que leur offre de CI a quand même beaucoup évolué ces dernières années, qu'on utilise déjà GitHub, donc c'est toujours pareil, hein, quand tu peux enlever un third party, c'est pas plus mal, tu seras mieux intégré aussi avec ta codebase, avec tes pairs et tout, parce que bah, c'est eux qui gèrent l'ensemble. Et en fait, on a regardé GitHub Action, on a tout de suite vu qu'utiliser des runners chez GitHub Action, c'était hors de question. On allait, au lieu de diminuer nos coûts, on allait juste les augmenter par rapport à Circle, parce que Ouais. ce que fait GitHub, ils ont à la fois ils gèrent l'orchestration, ça c'est gratuit, enfin c'est dans tous les plans en fait, et ils gèrent les machines derrière. Vraiment le compute, et leur compute il est assez peu performant et très cher malheureusement. Et du coup, on a regardé un peu ce qu'il y avait d'autre. Donc, est-ce que tu fais ça sur du Kubernetes et tu lances des runners à la volée comme ça, ou est-ce que tu utilises un autre third party? Il y a une tonne de third party qui se sont lancés quand même récemment sur Ouais. faire du hosted runner pour GitHub, justement pour répondre à ces problèmes de coût et de performance. Et c'est bien en vrai. Enfin, c'est excellent, mais à notre scale, bon, il y a peut-être mieux à faire. Et c'est là où on a découvert Runzone, qui était assez early. Donc je sais que tu as eu Cyril aussi de Runzone il Ouais. n'y a pas si longtemps sur ton podcast. Et on a beaucoup itéré avec lui, parce que j'ai testé. Et en fait, l'idée de Runzone, derrière tout ça, au final, c'est quand tu as un nouveau job de CI qui est queued, ça va pinguer ton compte AWS. Ton compte AWS va booter une VM sur EC2, et cette VM va être là le temps de ton job, et elle va être killée à la fin. Ce qui fait que tu es sûr d'avoir un environnement totalement isolé, tu es sûr d'avoir des coûts qui sont assez minimal, parce que bah, tu es vraiment sur du AWS, et tu peux bénéficier d'instance spot, tu as de la granularité dans ce que tu demandes. Et donc voilà. Donc on est passé, on a fait cette migration là, on estimait avoir une réduction des coûts de Circle en passant à GitHub. On pensait diviser par un peu moins de faire 40% à Ok. 50% de savings, et en fait au final on a divisé par 4 nos coûts Ouais, ça m'étonne pas. avec ce move là, et donc c'est très très cool, et avec une DX qui est franchement bien meilleure. Après GitHub a quand même assez régulièrement des incidents. C'est quand même un des trucs où ils sont pas, en termes de Ouais. reliability, c'est pas si foufou. Mais bon, sur l'ensemble, on s'est retrouvé énormément, et ça nous a permis de faire beaucoup plus d'optim de CI. Et c'est pareil, du coup, en termes de temps, typiquement sur main, on mettait nos jobs pour trigger jusqu'à que ça trigger un déploiement, ça mettait peut-être 15 minutes, et maintenant ça en met 8, quoi. Enfin, on a vraiment gagné sur tous les aspects de notre CI avec cette migration. Plus vite, moins cher et pas trop de maintenance. Ouais, je pense que Runzone a tracé lightweight. Si tu fais un peu d'AWS déjà, c'est pas vraiment un problème au final. Bah, c'est exactement ça. Moi, si demain je lance un nouveau produit, en fait, je resterai sur GitHub Action pour me simplifier la vie, parce que c'est intégré, c'est déjà là, t'as pas de questions. Je prendrai sûrement un third party qui gère le hosting pour moi. Donc, t'as Budget, Warbuild, t'en as des quinzaines maintenant. Et par contre, dès que tu scales et que t'es sur AWS, effectivement, ce qu'a fait Cyril avec Runzone, c'est assez cool, quoi. Par contre, faut accepter d'avoir un petit peu plus de queuing de tes jobs au début, parce que il y a un coût, enfin, T'as il une y a un coût latence. incompressible et une latence qui est Ouais. incompressible, en fait, le temps de lancer ta machine EC2. Donc, ton job, en fait, avant que dans l'UI de GitHub, tu vois quelque chose commencer à apparaître, t'en as pour 25 secondes. Tandis que quand c'est GitHub qui le manage, t'es plus à 5 secondes, et les third parties, ils sont entre 10 et 20 secondes suivant Ouais. leur auto-scaling, quoi. Donc, t'as un petit peu plus de temps de latence, mais en fait, tu t'y retrouves forcément. Et puis, tu as le droit à des Ouais. machines. Si tu veux 128 CPU, tu peux avoir 128 CPU, quoi. Enfin, c'est trop cool. Ça, c'est clair que si tu as des besoins un peu custom, ce qui est pas forcément le Ouais, cas de tout le monde, mais c'est vrai que là-dessus, d'utiliser AWS ou autre cloud provider, c'est ouais, quand même un carrément. gros plus, quoi. Donc, après, Ouais, le problème que j'ai avec les budgets et autres services de ce type, c'est souvent les aspects sécurité qui clairement. sont pas clairs du tout. La dernière fois que j'ai regardé, par exemple, budget, les autres avaient aucune certif SOC 2, ce genre de choses. Donc, du coup, c'est un peu compliqué. Parce qu'on avait regardé dans le même pour nous de dire pourquoi pas. C'est, sur le papier, c'est facile, hein, Ouais, c'est une ligne dans ton YAML et tu divises tes coûts par deux et tu multiplies par deux tes perfs. Enfin, voilà, c'est le marketing grosso modo, exactement. mais Ouais. c'est l'idée.
Mais le problème, c'est qu'en fait, tu rajoutes un third party qui récupère du coup toute l'exécution de ton CI et ton code qui va avec, et bon, bah, avec des accès plus ou moins en Et, écriture, et, lecture, plein de trucs. Donc, pas et fou, puis quoi. tes secrets de GitHub, hein, parce Et que tes c'est secrets, surtout, secret ouais. Donc, qui potentiellement donne accès à peu près tout sur ton infra, quoi. Enfin, voilà. donc clairement, t'as ça qui est, enfin, je sais que la plupart ils travaillent, genre Oui. Warbuild, je sais qu'ils sont en train de bosser sur leur certif SOC 2, Buildjet aussi, je crois, mais la plupart c'est in progress, ça met du temps à avoir ce certif et voilà. Ouais. Et l'autre problème souvent des third parties, c'est le parallélisme. Enfin, ils ont une limite en général. T'as pas de limite de forcément. Enfin, ils ont des pricing qui sont différents tous, mais assez souvent tu vas payer par combien de jobs en parallèle tu veux run. Et en fait, nous on a un scale où chaque PR elle a besoin de entre 30 et 70 jobs en parallèle. On est 100 ingénieurs. Je te laisse faire un peu le calcul. Enfin, on ouvre tous plusieurs paires par jour. En fait, on a besoin d'un parallélisme de ouf avec ça. Et Ouais. budget, je crois que c'est par défaut, tu as deux trucs de parallélisme, mais après, tu dois payer $300 pour avoir 4. Tu vois. Enfin, je sais plus du tout les chiffres, hein. Ouais, ouais, mais C'est c'est dans souvent ces par là. CPU. Mais en gros, tu ce genre de truc. Et en fait, c'est ingérable quand tu scales. Et le seul que je connais qui fasse pas ça, c'est Warbuild, qui dit bah, parallélisme illimité. C'est pas nous, en fait, vous payez le compute. Donc, le parallélisme, c'est notre problème Oui. d'autoscaling. Nous, ce qui nous a, c'est vous payez le compute et c'est tout, quoi. Et ce qui est pas mal. Et c'est un problème que t'as pas trop sur AWS, ce qui est pas tellement vrai, parce que pareil, on a dû se battre pendant quand même pas mal de temps pour augmenter tous les quotas d'AWS pour fonctionner avec Runzone, parce que bah en fait D'accord. AWS, tu as des quotas derrière. Surtout, tu as des quotas de combien d'instances tu as le droit d'avoir en même temps, de combien Et qui d'instances sont tu as le droit de lancer cachés plein. ou qui sont visibles et configurables, ou Tu c'est peux un pas les truc. configurer toi. Tu les as de visibles dans ta console AWS. Tu peux voir les quotas, tu peux voir Ok. l'utilisation de ces quotas et l'historique, mais tu peux pas les configurer. Il faut passer par leur service client pour les configurer. Et t'en as un qui est très problématique. Parce que la plupart ça va. C'est juste qu'ils ne font pas des augmentes de x10 du jour au lendemain, à part si tu le justifies vraiment très 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 bien. Et il y en a un qui est un enfer. C'est en fait ils ont du rate limiting sur leurs API de C2. Et donc, quand tu demandes une nouvelle instance, ou quand tu tues une instance, ou quand tu juste describes une instance, enfin tout ça, ça utilise tes quotas. Et ça, c'est très mal documenté. Ça, faut passer par leur support qui doit le renvoyer à un support US. Et en fait, on a pour une semaine de back and forth chez eux pour justifier. Ils te font des allers-retours sur des questions auxquelles tu as déjà répondu et tout. Et ça, c'est ceux où ça nous a mis à chaque fois qu'on a dû demander des updates, c'était un enfer, quoi. Mais une fois que Ok. tu les as, en vrai, ça marche. Ouais, non, c'est bon à savoir. Tu sais qu'il y a des trucs comme ça à tweaker un petit peu pour que ça fonctionne de A à Z. Mais après, oui, t'es tranquille, t'as ton système qui fonctionne. Normalement, tu changes pas d'échelle x10 toutes les semaines. Donc, Non, et puis au pire, c'est un bon problème à avoir, tu vois. Et c'est encore cool, une ouais. fois, AWS, c'est pareil, hein, ils font ça, c'est un peu des safety nets pour eux, pour être sûr que du jour au lendemain, t'es pas quelqu'un qui fasse de l'abus. Mais en fait, quand ils voient que ton usage augmente petit à petit, en fait, si demain on change d'échelle, ils nous l'augmenteront. C'est juste, faut repasser par ce process de pourquoi, leur dire, bah tiens, de telle heure à telle heure, Ouais. regardez à quel point on a tué notre rate limit, quel est l'impact sur le business, et en fait, mais ça se fait, quoi. On veut juste vous donner plus d'argent. Et du coup, ils En disent fait, oui à fond. ouais, c'est vraiment ça. C'est Ouais, vraiment ouais, non, mais ça. je pense que si tu justifies comme ça tes requêtes en disant, mais en fait, à la fin, on Ouais. fera plus de business. En général, les Américains sont pas trop regardants. Ils font, ah, ok, ça marche. Ça me On va va. s'arranger. Ça va s'arranger. Clairement, clairement, Ok, clairement. c'est cool. Et du coup, autre question sur le côté CI, mais vous avez une équipe du coup un peu transverse qui est responsable, mais Mhm. est-ce que, enfin, j'ai l'impression que la réponse va être oui, tout se passe bien, mais du coup, vos devs sont tous hyper impliqués, je veux dire, niveau CI, niveau test. Je prends un truc, tu as un monorepo et comment tu gères les flaky tests dans une partie de code qui n'est pas la tienne, ou ce genre de choses. Tout le monde se sent responsable et à l'ownership global de tout le code parce que c'est un monorepo et que vous avez une organisation très horizontale et tout. Je sens que c'est la réponse que tu vas me faire. Ah, plus ou moins, c'est pas si simple. Dans l'idée, c'est ça. Dans l'idée, c'est un peu tout le monde est responsable. Après, t'as un flaky test, tu vas d'abord pinguer bah, soit la dernière personne qui a touché, soit on va se baser sur le code owner, parce qu'on utilise vachement le fichier de code owner de GitHub pour savoir quelle partie du code appartient à quel groupe, à quelle équipe, enfin Ok. qui l'a implémenté ou est-ce qu'il y a un support long terme dessus. Donc tu vas te baser sur ça pour essayer de le rediriger. Après, t'as une autre chose, c'est qu'on a un eng, un ingé qui est on call tous les jours. Pas toujours le même, mais que dans Ok. les horaires de travail, hein, on n'a pas vraiment de vrai on call qui va se faire pinguer à minuit ou autre.
On n'a pas ça, c'est plus on a quelqu'un qui chaque jour est responsable de regarder les CI qui fail, qu'est-ce qui s'est passé. On a de l'alerting qui va pinguer la personne qui a committé, qui va pinguer le bon on-call, parce qu'on a un engine call, mais on a aussi un infra, on a aussi d'autres équipes. Enfin, dans chaque équipe, il y a un peu un on-call. Et si on arrive à router directement à ces personnes-là, on leur route directement pour qu'ils se fassent au moins pinguer. Après, ils sont pas toujours réactifs, parce que tu peux être en train aussi de faire autre chose ou de gérer un autre problème, et t'as pas envie de bloquer ta CI parce que quelqu'un était pas forcément réactif. Donc là, ça va être un peu du bon vouloir et de la bonne volonté de chaque ingénieur de dire ok, je OK. vais regarder ce qui s'est passé. Pire des cas, est-ce qu'on peut arriver, enfin si c'est pas un flaky test, si c'est un commit vraiment qui introduit une erreur, et on va essayer, on va juste le revert. S'il a pas encore été déployé, de toute façon, il n'y a pas trop de risque. Si c'est quelque chose de flaky, on a aussi quelques ingénieurs qui aiment aller fixer ces choses-là. Donc, t'as aussi Ah! parfois, tu vas voir des noms qui ressortent, qui sont pas, c'est pas leur responsabilité, hein, ou ça touche pas forcément, mais ils vont aller regarder. On en a on a régulièrement des problèmes avec PyTest parce que c'est notre plus gros truc, notre suite de test Python. Et en fait, lui, il est passionné d'aller regarder ce qui se passe. C'est flaky, il va rechecker, il va rerun dans le même ordre, regarder qu'est-ce qui impacte quoi, et en fait, petit à petit, il les fixe. Et l'idée, c'est d'aller vers de moins en moins de flakiness, et on y arrive pas mal, ouais. Et on a fait pas mal de changements Vous qui avez font qu'on un outil d'observabilité, de monitoring, de tracking des tests comme ça ou c'est, Non, alors au niveau des tests, on l'avait avec CircleCI, c'est un truc qu'ils ont par OK, défaut, qui était pas trop mal, mais en vrai, enfin, t'étais vite limité, hein, ça te donnait un peu une overview, mais voilà. Et maintenant qu'on est sur GitHub, ce qu'on fait, on utilise Datadog, parce qu'on OK. utilise Datadog pour tout. Datadog s'intègre super bien avec les CI, et tu peux voir chaque pipeline, chaque job, quel est son failure rate, quelle est sa vitesse, tout ça. Donc ça permet vraiment de pas mal optimiser. On l'a pas avec la granularité des tests. Par contre, c'est pas chaque test individuel. On sait pas si OK. quel est une test le plus flaky, parce que ça c'est une autre offre de Datadog qui aujourd'hui on considère que nous le ROI y est pas. Je crois qu'il ça doit être 3000 euros par mois en plus, tu vois, ou un truc dans le genre, et on considère que OK. c'est un peu trop aujourd'hui par rapport à notre nombre de flaky tests. Si tout était flaky, je pense que ça vaudrait la peine d'aller voir ça. Ça peut être pas mal. Mais ouais, non, on le fait. Enfin, ouais. OK, OK. Non, bah, c'est cool, ouais, je pense que c'est pas mal d'avoir un tooling comme ça si tu veux arriver à suivre, parce que c'est pas forcément évident de voir, enfin d'avoir un cycle de vie de ces problèmes-là, donc c'est plutôt cool. Donc tu peut-être Ouais. pas mal de changements du coup entre, CircleCI, GitHub Action et cetera, et vous avez d'autres plans, d'autres chantiers à venir où vous êtes content, c'est fini ou comment Alors ça se passe? sur notre tout ce qui est infra, pipeline et tout, non. On est déjà, on a fait notre début d'année était quand même passer tous nos backends de Beanstalk à Kovri, tous nos frontends de Beanstalk à Pages, et toute notre CI de Circle à GitHub Zero Zone. Je pense qu'on est pas mal pour un bout de temps. On a plein d'autres chantiers, mais qui sont pas forcément liés à ça. Là, on va plus le chantier prochain, c'est plus des problèmes de se centrer sur du scale. On a gagné des assez gros contrats avec des entités gouvernementales, des ministères et tout, donc ça va nous faire beaucoup plus de volume. Donc on est juste en train de bosser plutôt sur du scale et être sûr de pouvoir gérer tout ça, et sur de la développeur experience un peu plus pure, donc même au niveau de vitesse de tes outils en local, de ton linter par exemple, ou OK. d'organisation de la code base, tout simplement. Quelles sont les prochaines évolutions de la code base pour être sûr qu'elles soient dans un état un peu plus potentiellement moderne, un peu plus simple à gérer, que tu as un peu moins de legacy. Comment est-ce que tu finis certaines migrations de code pur qui ont été commencées il y a quelques temps. C'est plus ça nos chantiers à venir. OK. Ouais, gestion de la dette technique, développeur expérience, ce genre de choses, quoi. Exactement, exactement. OK. Et un peu, mais qui est un peu lié, un peu de la globalisation aussi, parce qu'en gros, on est aujourd'hui dans 3 pays. La santé est un business qui est très différent suivant les pays, comme tu peux t'en douter. Tu as beaucoup de spécificités. Aujourd'hui, c'est France, Espagne et Belgique. Et donc, quand on a ouvert ces pays, on les a un peu lancés dans le même repo, mais en fait en forquant un peu l'app, la database et tout pour s'adapter aux contraintes du pays vraiment existant, parce que en fait le système de remboursement fonctionne pas du tout de la même manière, par exemple. Et là, on essaye de reprendre une approche un peu plus globale, en essayant de, ok, qu'est-ce qu'on peut centraliser, globaliser, et en fait se simplifier la vie pour éviter d'avoir des choses qui sont faites 3 fois, d'avoir 3 DB à gérer, par exemple, ce genre de choses. Donc OK. il y a pas mal de sujets de globalisation qui sont aussi super intéressants, parce qu'au final, c'est de la développeur experience, c'est comment tu réorganises ton code et tes modèles pour que ça fonctionne. Vous avez des équipes tech du coup dans ces pays-là ou c'est seulement toujours centralisé sur la France? Alors, on a des devs qui sont en Belgique et en Espagne, mais ils bossent pas forcément sur la Belgique ou l'Espagne.
C'est OK. comme, Ouais, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, des ingénieurs sont des ingénieurs, et en fait, tu as des ingés à Lyon qui vont bosser pour des produits espagnols, tu as des ingés à Bruxelles qui vont bosser sur le produit espagnol. Enfin, c'est très, tu changes. Donc, ouais, il y a pas d'équipe, localisée particulièrement sur un il n'y pays, a pas quoi. C'est d'équipe localisée, on a des bureaux à différents endroits, mais notre approche c'est tu peux être, enfin on est remote friendly, enfin on peut vraiment bosser de où on veut tant que t'es sur la même time zone, dans des pays où c'est gérable d'un point de vue contractuel et tout, et donc en fait non t'as pas du tout de, enfin il y a pas de contrainte de localisation là-dessus. OK. Non, c'est cool. Bah, top. En tout cas, ça sacré chantier que vous avez enfin, sacré chantier au pluriel d'ailleurs, que vous avez effectué, ces derniers mois là. Fait que je comprends que cette année, ce soit un peu, enfin, que ce soit un peu plus calme. Il y a d'autres sujets à surtout si tu vas jusqu'au design system, bah, tu passes du temps dans Figma ou je sais pas, à un moment pour faire autre chose, donc ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Bah, c'est vrai, quand tu passes de gérer ta console AWS à regarder les couleurs dans Figma, tu as des petits changements de contexte et il faut que tu fasses les deux. Donc, tu vois, il faut arriver à reprioriser ça. Faut pas se gourer, changer les couleurs des boutons du CI, faire: «C'est pas ça que je devais faire, je ne C'est sais ça. pas». C'est compliqué. C'est ça, OK, c'est ça. cool. Bah, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour de toute votre infra et tout. Est-ce que tu penses qu'il y a un dernier point, qu'on n'a pas abordé et qui serait super intéressant et dont vous êtes super fiers de ce que vous avez fait, chez Alan ou même, ce que tu vas faire avant? Non, pas particulièrement. Enfin, tu vois, je suis très fier de tous les sujets qu'on arrive à gérer et je trouve qu'on a une organisation qui permet de les faire, enfin, qui est assez particulière. Hein. Faut quand même voir, tu vois, tout ce qu'on disait en termes d'organisation, de switcher d'équipe et tout, c'est quand même assez différent de ce qu'on voit souvent et ça fonctionne pas mal. Et je suis déjà assez fier qu'on arrive à faire tout ça sous cette organisation-là, donc je trouve ça très cool. Et ouais, je pense qu'on a fait le tour des gros, des gros sujets qu'on a chez Alan et ça donne une bonne vue d'ensemble sur ce qui se passe dans notre équipe. Ouais, je pense que c'est votre organisation et la manière dont vous faites, c'est super inspirant. Est-ce qu'il y a des docs d'ailleurs là-dessus, dispo? Vous avez partagé un peu votre façon de Ouais, s'organiser? Est-ce qu'il y a énorme. des Énormément. On a un blog, je peux te l'envoyer dans la foulée et on ouais, pourra le mettre en lien. On a un blog, notamment notre blog technique, il y a beaucoup de contexte, à la fois sur nos choix tech, mais aussi sur notre orga, même sur, enfin, tu vois, on a une grille de salaire qui est transparente avec des niveaux et tout ça c'est documenté. On a pas mal d'articles sur comment on fonctionne, parce que tout est asynchrone et tout passe par l'écrit chez Alam. Toute décision est écrite et publique. C'est-à-dire on utilise GitHub, même les équipes non tech utilisent toutes GitHub pour prendre des décisions sur n'importe quoi, mais même est-ce que on fait une levée de fonds, ça va passer par GitHub en fait. OK. Les fondateurs vont parler sur GitHub, tu vois, au final. C'est assez intéressant et on a pas mal, sur notre blog tech, on a pas mal d'infos sur tout ça, sur notre fonctionnement. Donc ouais, c'est Top, assez beh, documenté. je le mettrai les liens et je vais aller lire parce que ça m'intéresse du coup, je trouve ça assez curieux et assez cool. Ça rejoint pas mal des orgas que j'ai pu voir, dans d'autres boîtes, qui ont un peu ce côté très ouvert et qui est pas toujours, pas partout quoi, donc c'est super cool. Pas partout et qui est dur à scale. Hein. Moi, j'y croyais pas. Enfin, c'est marrant. Alan est une boîte que je suis du coin de l'œil depuis, on va dire, depuis que c'est né en 2016. Parce que je croyais que justement sur la partie culturelle et valeurs, c'était très intéressant. Mais j'ai vu beaucoup de boîtes essayer de faire ça et pas y arriver à scale. Je connais par exemple Buffer qui était sur la Oui. transparence totale et en fait qui est un peu revenu en arrière à un moment parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire fonctionner. Et je suis assez étonné que chez Adam on arrive à le faire alors qu'on est plus de 500 aujourd'hui. Mais c'est que c'est tellement intrinsèque et tellement ancré dans nos cultures, dans nos valeurs, dans le recrutement aussi. Hein. Du coup, ça fait que bah, tu fais vachement plus gaffe à quel profil tu recrutes parce qu'il faut que ça fit. C'est pas forcément évident, mais vraiment dans les deux sens. Et c'est vraiment tellement des valeurs qui sont fortes pour les cofondateurs qu'on arrive à le faire fonctionner à Ouais, scale. et c'est dur quand tu scales, d'autant plus si tu scales vite parce que tu te retrouves vite dans une situation quand tu scales très vite où en fait, les 2 tiers des gens de ta boîte ont moins d'un an ou 2 de présence. Donc en fait, tes valeurs ont tendance à très vite ta culture à très vite se diluer et à se perdre parce que tu scales très vite, quoi. Exactement. Quand tu Ouais, onboardes une nouvelle personne tous les ans et que tu es 500, il y a pas de débat, mais quand tu commences à onboarder des centaines de personnes tous les ans et que du coup, bah, la plupart des gens sont pas là depuis très longtemps, c'est compliqué de partager tout ça. Donc ouais, ça je pense c'est un vrai challenge et ouais. bien joué. Bon, Bien je me sens pas responsable pour le coup. C'est Mais un bien joué collectif pour tout le monde. Ben, ouais. merci beaucoup Tim en tout cas, c'était super cool d'échanger avec toi et d'apprendre tout ça sur, Alan, un peu sur on a fait un peu de tambouille Mm, interne, mm. plus de social et des trucs comme ça, mais c'est super intéressant et je pense que ça a un impact directement en fait sur, comment ça fonctionne au niveau technique aussi, donc c'est Énormément. intéressant Ouais. d'en parler, ouais. Donc bah, écoute, merci beaucoup à toi pour cet épisode, c'est super intéressant et puis, au plaisir. Bah, merci beaucoup à toi, Julien, et je te dis à bientôt.